Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique des barbaries. Ce soir, nous avons un programme assez chargé et qui va nous amener jusqu'à des conclusions assez importantes, assez structurantes, assez fortes. Dans le langage commun, on dirait que ça va envoyer du lourd, si je puis me permettre cette expression. Donc ce soir au programme, déjà on va commencer par une raison d'espérer, une fois n'est pas coutume dans ces chroniques. Après, comme la semaine dernière, nous n'avons pas traité ce sujet, donc le Covid-19, où en sommes-nous? Donc un point sur la situation également. Après cela, nous allons observer le cours de l'or et ce qu'appelait Keynes la relique barbare. Puis nous allons attaquer le gros morceau de ce soir, qui est ce qui risque d'advenir à moyen terme. Et donc aussi un petit peu la façon de s'y préparer. Enfin, nous terminerons comme à l'accoutumée par un hommage à des victimes des barbaries. Donc, avant cela, donc bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop un décalage entre le son et la vidéo, puisque j'ai maintenant un micro-cravate, ce qui permet d'avoir un meilleur son, un son de plus forte intensité et de meilleure qualité. Mais j'espère que ça n'introduit pas un petit décalage. Nous allons voir ça. Bon, vous en excuserez s'il y a ça. Nous allons commencer donc, comme à l'accoutumée, par une maxime, une pensée de Gaston Courtois. Les deux notions de responsabilité et d'autorité sont intimement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir de responsabilité que là où il y a autorité. Car pour être tenu pour responsable, il faut être en mesure de répondre. D'autre part, il ne saurait y avoir d'autorité que là où il y a responsabilité, car une autorité irresponsable serait une folie, une absurdité. L'autorité doit grandir avec la responsabilité. Et pour ma part, j'aurais tendance à ajouter à cette dernière phrase, la responsabilité doit également grandir avec l'autorité, comme le dit également Simone Veil. Voilà. Alors, donc nous allons commencer par une raison d'espérer quand même, une fois n'est pas coutume dans ces chroniques. Donc il y a eu c'est le contraire d'une barbarie, je dirais. C'est donc sur Spoutnik que j'ai vu ça, mais vous avez l'adresse en haut, il y a une vidéo sur Twitter. En fait, il y a une trentaine de personnes. Bon, c'est anecdotique, mais en même temps, ça fait pas de mal de temps en temps de voir de la solidarité humaine et de la mise en danger aussi de gens pour sauver quelqu'un. Donc une trentaine de personnes qui ont formé une chaîne humaine pour sauver une personne de la noyade. Donc c'était une femme qui était en train de se noyer. Et elle a été sauvée donc, le 25 juillet dernier par une trentaine d'habitants d'une ville russe dans l'Oural. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo ou d'aller voir l'article sur Spoutnik dont l'adresse est montrée ici. Et on voit justement comment ils font et tout ça. Et en fait, ils se mettent un peu en danger. Enfin, c'est assez... voilà, c'est le contraire de la barbarie. C'est une solidarité importante et c'est quelque chose qui, à mon avis, peut et doit nous inspirer.
Alors, deuxième sujet, où en sommes-nous au niveau du Covid-19 ? Voici la carte mondiale, donc tirée comme d'habitude par du centre Johns Hopkins University. Donc toujours 188 pays ou régions. Donc j'ai fait une mise à jour hier après-midi. Donc on est toujours sur à peu près le même intervalle de temps, hein, d'une semaine. Donc le nombre de cas confirmés au niveau mondial s'élève à 17 millions, hier après-midi. Aux États-Unis, on a passé la barre des 150 000 morts, puisqu'on est à 150 765 morts. C'est le numéro 1. Le second pays le plus touché, c'est le Brésil, avec 90 134 décès. Et le troisième, c'est l'Inde, avec 34 956 morts du Covid-19. Voici la courbe à l'échelle mondiale. On voit que ça ne s'infléchit pas, on est toujours sur une pente d'allure plus ou moins exponentielle. On est vraiment dans la première phase, à l'échelle mondiale, on est vraiment dans la première phase de la pandémie. Le nombre total de morts atteint désormais 667 935 personnes. Ça commence à faire quand même pas mal de monde. Le nombre de gens qui ont guéri, c'est quasiment 10 millions. Ce qui donne un taux de mortalité de 6,3%. Hein, comme je dis toujours, attention, ce chiffre est un majorant. Donc on voit qu'au fil des semaines, il décroît. Hein, on était à 9%, etc. On peut penser que le plancher, c'est à peu près 1%, puisque aux États-Unis, c'est ce qu'on avait atteint au moment où ils contrôlaient à peu près l'épidémie. Donc voilà, la vérité est entre 6,3 et 1%, à mon avis. Enfin, c'est même certain. Alors, il y a peut-être d'autres raisons d'espérer, on le verra après. 6,3%, j'entendais quelqu'un l'autre jour qui disait sur Internet, oh, bon, on est à 95% de gens qui s'en sortent, c'est pas grand-chose, etc. Je pense que la personne qui a dit ça n'a pas trop réfléchi à ce que ça signifiait, ce chiffre de 95% de gens qui s'en sortent. C'est-à-dire qu'il y a 5% de gens qui s'en sortent pas. Sur un pays de 100 millions de personnes, bon, je n'ai pas d'exemple en tête de pays de 100 millions de personnes, si je crois le Japon, ça doit être à peu près ça. Ça fait 5 millions de morts quand même. C'est quand même beaucoup de gens. 5%, je pense qu'on sera en dessous de 5%. Vu la décroissance, on est en dessous de 5%. Mais voilà, ça va quand même être une sacrée, c'est quand même une sacrée incidence. Alors, poursuivons. Nous allons voir d'autres éléments intéressants, puisqu'on commence à avoir un retour d'expérience sur la pandémie et sur ses traitements, etc. et sur ses conséquences. Alors, la première chose importante, donc il y a les références en haut, hein, j'en ai mis que 2, mais il y en a d'autres. C'est pas seulement une affection pulmonaire, le cœur est aussi atteint. Il y a même des gens qui sont décédés d'attaques cardiaques à cause du Covid-19, notamment aux États-Unis. Et il y a une étude menée sur 100 personnes, bon, c'est une petite étude, mais enfin quand même, qui a montré qu'il y avait chez 60% des gens qui ont été contaminés, c'est-à-dire pas forcément qui ont été malades, hein, des gens qui ont été contaminés, donc même des jeunes, qui avaient une inflammation du cœur. Donc ça a aussi des répercussions, pas seulement au niveau pulmonaire, mais également sur d'autres organes, dont le cœur qui a été clairement identifié. Voilà, c'est une information. On commence à connaître un peu mieux les effets de ce microbe.
Un autre retour d'expérience, c'est que le masque fonctionne. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Les gens qui vous disent de ne pas mettre le masque, je pense que c'est des gens qui ne sont pas responsables. Le masque fonctionne pas seulement pour protéger les autres, mais même un masque qui ne serait pas FFP2, c'est-à-dire un masque vraiment pour se protéger, protège malgré tout de façon significative. Ça, c'est un retour d'expérience qu'on a. Autre retour d'expérience, surtout si vous allez dans des endroits avec l'air conditionné, mettez le masque parce que c'est un endroit qui diffuse les endroits qui diffusent, donc les endroits clos avec air conditionné, sauf s'il y a des filtres à adapter, mais bon, ça, généralement, on ne le sait pas. Donc, vraiment, il faut mettre le masque à ces endroits-là, parce que ça peut être les supermarchés, par exemple. C'est vraiment important, parce que là, il y a une recirculation d'air, et cette recirculation d'air va faire que ça va diffuser le virus de façon considérable. Et il y a eu plein de cas de contamination, ce qu'ils appellent des clusters, des foyers, on dirait en français, qui sont partis justement de zones avec de l'air conditionné. Les traitements, alors ça c'est une chose qui est intéressante, c'est que sur les traitements, même si on n'a pas de vaccin, si on n'a pas de traitement vraiment spécifique là-dessus, on a quand même des traitements qui s'améliorent, et visiblement donc le traitement, le remdesivir et dexaméthasone ont l'air de porter des fruits, donc on commence à avoir des protocoles qui permettent de diminuer l'incidence et la mortalité du Covid-19. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, une des choses qu'il faut se dire, c'est le mieux, c'est d'éviter d'être malade. Parce que, ou d'être malade, si on tombe malade, malheureusement, on ne choisit pas forcément, mais c'est de l'être le plus tard possible, puisqu'on aura un retour d'expérience de plus en plus important, et donc on saura mieux traiter, même si on n'a pas de médicaments spécifiques, comme on peut l'avoir sur d'autres maladies, on saura de mieux en mieux vous traiter. Donc plus tard vous tombez malade, mieux c'est. Voilà pour le point sur le Covid-19. Alors, passons au deuxième sujet de ce soir, le cours de l'or. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le cours de l'or actuellement est en train de s'envoler de façon considérable. Voilà, ça c'est un graphique tiré de CPR Or qui donne le cours de l'or en euros sur les 5 dernières années de l'once d'or. Après, on peut prendre n'importe quelle référence, ça ne change pas grand-chose en termes de, ça peut être un lingot, des pièces, etc. L'or, ça fonctionne vraiment sur le poids contenu essentiellement, quasiment à 100%, sur le poids contenu par le lingot, la pièce ou n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate une première chose. Donc, la première chose qu'on constate ici, c'est que la croissance du cours de l'or dans la dernière période, donc là on était à peu près sur un plateau depuis 2015 on va dire, mais que la croissance des cours de l'or ont commencé véritablement, vous voyez ici, à la mi-2019, donc bien avant le coronavirus. Si on continue, donc on voit que ça a bien monté, on a une deuxième remontée en début d'année, vraiment en janvier 2019. Bon là, 2020. Donc là, on commençait à entendre parler du coronavirus, mais on n'était pas, je dirais surtout en Europe, sur le cœur de la pandémie comme on peut l'être aujourd'hui. Et enfin, la diffusion, la mondialisation, y compris dans tous les pays industrialisés, de cette Eurasie de cette pandémie, et bien là on voit qu'on a une montée et un nouveau plateau qui s'établit très très haut, quoi. Donc là on était parti en base à peu près 1000, hein, donc c'est facile à comparer. On partait en base 1000 à peu près là en 2015. Là on touche les 1800. On a déjà presque doublé en 5 ans. Regardons une autre courbe. Cette fois-ci qui vient de Bullion by Post. Donc là, on remonte un petit peu plus dans le temps. Là, c'est toujours le cours de l'once d'or, cette fois-ci en dollars, depuis 1971. Et là, on voit bien les événements
qui se sont passées. Donc là, on démarre à 0. Hein. Là, on est à 0. Et là, ici, tout en haut, là, on est à 2000. D'accord? Donc là, on touche aux 2000, hein, quasiment. On voit le premier choc qui est la fin de l'étalon or. Hein. Enfin, pas de l'étalon or, pardon. De la convertibilité directe, de l'adossement du dollar à l'or. Après, on voit bien une deuxième hausse ici liée à la crise et qui est permis justement par cette décorrélation du dollar avec l'or de la crise, première crise choc pétrolier qu'on appelle bien souvent. Et puis là, on a un plateau quand même sur une certaine période. Et là, c'est avant 2007, là, on est au 1er janvier 2016, hein, on voit que ça, quand même, ça remonte là. Donc avant la crise de 2007. Déjà, on avait déjà une inquiétude des gens, parce que l'or, pourquoi je parle de l'or, c'est parce que c'est donc la relique barbare, mais c'est la valeur refuge par excellence, je dirais. Hein. Et donc, on a, après le déclenchement de la crise, de nouveau une nouvelle montée, et là, on voit qu'on monte à des niveaux considérables, pour se stabiliser, un peu redescendre et se stabiliser. Et donc, on retrouve sur la courbe qu'on était là, hein, on était là en dollars, et là, on remonte de nouveau, et on dépasse même les niveaux qu'on avait atteints en 2011. Si on poursuit cette analyse, là, il y a une courbe peut-être qui est quand même intéressante, parce que là, c'est le cours de l'or, mais sur le très long terme. Là, on est en 1790, c'est-à-dire on est au moment de la Révolution française, si vous voulez. 1789, là, on est 1790, vous voyez, on remonte vraiment. Et là, on s'aperçoit que l'or était on a eu un petit soubresaut, là, vers le milieu du 19e siècle. Puis là, on voit bien comment la courbe, dans quelle allure est là. Alors, c'est pas une exponentielle, mais enfin, globalement, ça y ressemble quand même un peu. Hein. On va dire, évidemment, c'est pas des mathématiques, mais l'allure générale fait penser à ça. Hein, ça, c'est un signe, hein, puisque, en fait, si toutes les courbes, et on s'aperçoit que toutes les courbes, le problème, c'est que toutes les courbes des activités humaines partent en exponentielle comme ça. C'est pas durable. Hein, elle n'est pas durable. Et cette courbe-là, elle a cet intérêt aussi, c'est de montrer qu'en définitive, on est sur une trajectoire qui ne peut pas durer. C'est absolument impossible. Cette courbe avec les autres, évidemment. Alors, si on continue, donc le cours, d'où vient cette expression de relique barbare, d'ailleurs? Hein, donc c'est Keynes qui l'a inauguré, je dirais, qui l'a dit, et parce qu'en fait, il a rappelé une chose très importante, c'est que l'économie n'est pas un fait de nature, c'est pas un phénomène naturel, l'économie. L'économie est un fait social, un fait politique. C'est quelque chose qui résulte des activités humaines. Et donc l'économie est par nature quelque chose qui est humain, qui est des humains pris en tant que collectif, en tant que société. Et ça, c'est quelque chose de très important, de rappeler cela. Et donc la monnaie, qui fait partie des activités humaines et de l'économie, voilà, ça fait partie de la société. Ce n'est pas un phénomène naturel, comme on essaye souvent de nous faire croire que l'économie est un phénomène naturel, qu'il faudrait se caler sur les lois de Darwin ou des choses comme ça. C'est un phénomène humain, l'économie. Et Keynes, en 1923, donc, souligne donc, cette confusion, justement en croyant que c'est un phénomène naturel, en se disant, en se basant sur l'or, qui est un métal qui existe dans la nature, eh bien, on est dans le vrai. Eh bien, il désigne l'or à ce moment-là comme l'étalon or, puisque à l'époque c'était l'adossement des monnaies à l'or, comme étant une relique barbare, au moins pour les échanges. Parce que, en fait, et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, c'est décorrélé, la production d'or et le stock d'or est décorrélé de l'activité économique.
on peut se mettre à produire de plus en plus, à engager de plus en plus de gens dans l'économie, sans que l'or, la quantité d'or, actuellement on en produit à peu près 1000 tonnes par an, bien, sans que c'est de corrélation directe. Et pourtant, si l'or s'envole ainsi, c'est quand même pas un hasard. Est-ce que c'est pas justement le retour, le signe d'un retour à la barbarie? C'est-à-dire que les gens craignent pour l'avenir et se mettent dans la valeur refuge, je dirais, ultime, celle qui permet justement, malgré tout, de faire des échanges dans les cas où une barbarie se mettrait en place de façon importante. Je pense que c'est un signe indubitable. En une perte de confiance en fait dans l'économie, dans la monnaie, et au-delà même, quand on arrive à des envolées de cette nature, au-delà dans les activités sociales, humaines et politiques. C'est-à-dire qu'on ne pense pas, parce qu'en fait la monnaie et toutes les activités sont adossées à la politique. Donc s'il y a une perte de confiance là-dedans, ben, on essaye de se réfugier vers quelque chose qui est peut-être une relique barbare, qui est sans doute une expression d'une certaine barbarie, sans doute, mais de laquelle on dit, bah demain, même s'il n'y a plus rien qui fonctionne, si je veux aller acheter quelque chose, on m'acceptera toujours de l'or. Ce qui est quand même, je ne dis pas dans 100% des cas, mais quand même ce qui est un raisonnement quand même qui tient la route. Alors, un autre éclairage est donné également par Philippe Erlin, justement sur cette dynamique de croissance énorme de l'or. Philippe Erlin, là j'ai mis son Twitter, vous pourrez voir, c'est assez intéressant. Il y a d'autres choses intéressantes hein, sur son Twitter, je vous invite à aller le voir. Donc il est docteur en économie, qui est chroniqueur à or.fr. Et lui, il a cette réflexion-là. Donc, lui, alors c'est pareil, c'est aussi un article sur Spoutnik. Le cours de l'or explose. Bon, là, on vient de le voir. Et en fait, la planche à billets est aussi, évidemment, puisque actuellement, on fait tourner à plein régime la planche à billets pour justement essayer de maintenir l'économie à flot. Hein. C'est les plans de relance, tant aux États-Unis qu'en Europe. Et donc lui, ce qui se dit, c'est que pour lui, la question, hein, pour moi, la question n'est pas de savoir si le cours de l'or va gagner 20, 30 ou 40%, mais plutôt de savoir s'il va doubler, tripler ou quadrupler. Vous voyez les ordres de grandeur dans lesquels on est. Bon, après c'est son avis, mais bon, quand on voit la forme de la courbe, c'est tout à fait pertinent. Donc, ce qui veut dire que bah, l'argent, le vrai argent, enfin l'argent, les billets, etc., ce qu'il y a dans l'ordinateur qui tient le solde de votre compte en banque, eh bien, il va perdre en valeur réelle une valeur absolument énorme. Voilà la situation. Voilà. C'est tout pour cette partie. C'était juste pour signaler, en définitive, qu'il y a un signe chez les investisseurs, chez les gens qui ont de l'argent. Ils sont très inquiets pour l'avenir. Très, très inquiets pour l'avenir, parce qu'on n'a pas une courbe de l'or qui s'envole de cette façon-là, sans qu'on ait une inquiétude profonde. Parce qu'on n'est pas sur le premier choc, hein, je vous rappelle, on est au troisième choc. Et on a le quatrième et le cinquième, que j'ai décrit la semaine dernière. Donc c'est ce qui va se passer dans les mois à venir, donc là, d'ici la fin de l'année, et en 2021. Là, je vais essayer de me projeter encore plus dans l'avenir et de dire ce qui risque d'advenir à moyen terme, ce coup-ci. Donc 2021, 22, 23 et au-delà. Donc suite, en fait, à ce cinquième choc qui est en perspective maintenant, que l'on voit venir. Alors, pour pouvoir savoir ça, il faut déjà se poser la question de le néolibéralisme qui nous gouverne, dans quelle situation se trouve-t-il aujourd'hui, et de son point de vue, hein, c'est-à-dire pas simplement nous regarder notre point de vue de peuple, mais voir eux
les oligarques, dans quelle situation se trouvent-ils? Et demain, dans quelle situation ils vont se trouver? On va se poser sa question, on va essayer de se mettre à leur place. Ils se font face actuellement à deux blocages, des blocages de deux ordres. Excusez-moi, il fait un peu chaud ici. Le premier blocage est d'ordre économique, puisqu'il y a des crises de plus en plus profondes. Je ne vais pas détailler ici, on vient d'en parler avec l'or qui en est un indicateur, et oui, un indicateur, hein, on peut dire ça, mais bon, il y a plein... Hein, oui. On sait très bien qu'au niveau économique, ça ne va plus du tout, et que ça va aller, et que les crises sont de pire en pire, et que ça ne va pas aller en s'améliorant, évidemment. J'y reviens pas. Mais il y a aussi un blocage d'un deuxième ordre, qui est aussi très important, c'est sur le terrain politique. Puisque il court, en fait, d'échecs en difficulté et de difficulté en échec. Ces difficultés et ces échecs sont foison maintenant. Ils sont d'ordre, ils sont tant dans les dimensions externes, donc par exemple le Brexit, l'Europe qui n'arrive pas à se construire, au final, hein, puisque malgré tout ce qu'on dit, il y a plein de difficultés, ils n'y arrivent pas. Leur rêve, c'est de faire une Europe fédérale, mais ils n'y arrivent pas pour mille raisons. Hein. Je crois que c'est impossible. Bon, l'euro fonctionne difficilement, avec plein de déséquilibres. Enfin, tout cela fait que l'Europe fonctionne pas comme ils le souhaiteraient, loin de là. En externe, ils ont perdu en partie la guerre en Syrie, puisque Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, et voilà. Alors ils continuent à faire des embargos, c'est-à-dire à affamer le peuple syrien et le peuple iranien, d'ailleurs, hein, en les empêchant de faire du commerce. Mais voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont un pouvoir de nuisance, mais ils n'ont pas été en mesure de gagner. En Afghanistan, c'est la même chose. Enfin, ils en sont réduits à négocier avec les talibans pour que les talibans reprennent plus ou moins le pouvoir. Face à la Russie, face à la Chine, ils sont de plus en plus en difficulté. La Chine et la Russie, je dirais, bon, pour parler comme eux, je dirais, avancent leur pion. Enfin, ils jouent leur partition et ils progressent plutôt à l'échelle internationale. Et puis au niveau externe aussi, là peut-être plus exogène, enfin exogène, c'est même pas le bon terme, puisque c'est pas du tout exogène, mais bon bref, disons externe quand même, je sais pas comment les classer, mais il y a les crises écologiques, donc tant sur le réchauffement climatique que sur la biodiversité, et sur les côtés sanitaires, avec les pesticides, etc., tous ces aspects-là, les plastiques et le Covid-19. Tous ces trucs-là, ils n'arrivent plus à gérer. Ils sont face à des difficultés qu'ils ne gèrent pas. Hein. Moi, je reste persuadé, hein, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais je dis, ils sont dans des difficultés, ils ne gèrent plus rien. Ils ne contrôlent plus rien. Hein. Alors, plus rien, c'est peut-être un peu exagéré, mais ils ont les pieds qui naviguent en l'air. C'est beaucoup plus inquiétant, c'est beaucoup plus dangereux que la théorie du complot, justement. Si c'était un complot, ce serait facile, il suffit de couper la tête du complot et tout s'arrange. Non, on n'est pas dans cette situation-là. Donc ça, sur le plan politique, il y a ces aspects externes, mais il y a aussi des aspects internes, puisque il y a le phénomène Trump, et puis au-delà de ça, c'est le phénomène souverainiste, qui vient de leur propre camp, quelque part, si on peut dire. Pas tout à fait le même camp, mais bon, bref. Qui vient aussi, je dirais, d'une frange du capitalisme. Hein. Trump, c'est un capitaliste. Qui disent, non, il faut revenir à des politiques nationales, à une souveraineté nationale et à des choses comme ça. Donc ça, c'est une grosse difficulté, quand même. Des difficultés également à mettre en œuvre les réformes, ce qu'ils appellent les réformes, que j'appelle plutôt des régressions sociales le plus souvent. Hein. Par exemple, la réforme des retraites. Ils n'arrivent pas
à les mettre en œuvre. Ils ont beaucoup de difficultés à arriver à les mettre en œuvre. Donc ils sont bloqués également, y compris de ce côté-là. Les vagues jaunes, les vagues de gilets jaunes. Donc les gilets jaunes en France, mais c'est un problème qui n'est pas qu'en France. Hein. On a vu que cette vague de gilets jaunes, en fait, elle s'est diffusée sur presque toute la planète, à plein d'endroits. Hein. Donc ils font face à ces oppositions-là. Plus fondamentalement, il y a une contradiction fondamentale entre le fait d'avoir un marché ouvert et le fait d'avoir des États-nations, puisque vous ne pouvez pas être à la fois ouvert et l'État-nation, c'est l'idée justement de faire une frontière et puis de créer une communauté nationale, hein, donc avec des règles propres à cette communauté nationale. Il y a une contradiction entre ces deux faits politiques. Autre élément également, ce sont les effets délétères des transgressions dont ils sont à l'origine. Hein. Je vous renvoie aux précédentes chroniques des barbaries. Et ces transgressions portent aussi des effets délétères sur le fonctionnement de la société, par la perte du collectif, j'ai pu en parler, mais aussi par la diminution du niveau d'éducation et ce genre de choses. Et puis, évidemment, en interne, il y a aussi comment est-ce qu'on gère la pandémie, et comment est-ce qu'on fait pour administrer cette pandémie, or qu'on essaye de réduire les lits d'hôpitaux et toutes les infrastructures publiques depuis des années et des années. Donc c'est aussi encore une autre difficulté. On voit bien qu'ils se manifestent en France, par exemple, par les infirmières qui se révoltent, etc. Donc voilà, ils ont été obligés de faire le Ségur de la santé pour essayer de colmater les brèches. Voilà la situation. Blocage de deux ordres, économique très fort, politique très fort, en interne et en externe. Donc là, ils sont dans une situation vraiment de blocage très important. Voilà leur situation. Hein. Des gens comme Macron, ils ont beaucoup de difficultés. Matteo Renzi en Italie, il a été écarté. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, tous ces éléments-là. Ils ont des Orban ou le PiS en Pologne qui continuent de rester et d'être au pouvoir. Ils n'arrivent pas à regagner. Il y a Boris Johnson aux États-Unis, en Angleterre. Voilà la situation. Pour eux, politiquement, ils sont en difficulté. Ils sont en grande difficulté sur les deux plans. Ils sont bloqués. Quand on est bloqué, et ces blocages, qui plus est, ne vont faire que croître à moyen et long terme, et même au-delà, hein, à court, moyen et long terme. On l'a vu, puisque la crise économique va s'approfondir, au moins sur ce plan-là, c'est une chose certaine. Et il y a quand même peu de chances que ce qui se passe dans l'économie n'ait pas des répercussions sur le plan politique, évidemment. Dès lors, pour le camp néolibéral, il y a une nécessité absolue, je vous demande bien de bien mettre ce mot absolu dans la tête, parce qu'ils sont dans une telle situation de blocage, ils ont leur peau qui est en jeu quelque part, hein, parce que à la fois ils sont très forts, mais ils voient bien qu'ils n'arrivent plus à gérer le monde, hein, si on peut dire quelque part, et donc ils ont une nécessité absolue de trouver une solution. Ça vous rappelle rien? Eh bien, c'est justement ce que décrit la solution, c'est le fascisme. C'est ce qu'ils ont utilisé, ce qui a été mis en œuvre dans les années 30, justement, c'est le fascisme, pour justement résoudre les contradictions tant économiques, c'était la crise de 29, que politiques, avec l'émergence, la force du mouvement ouvrier à l'échelle mondiale et l'émergence de l'Union soviétique. Donc ils étaient face à un blocage économique et politique. Eh bien, nous sommes exactement dans une situation similaire. Situation est similaire, ça ne veut pas dire que la réponse est absolument la même. C'est justement ce que décrit le néofascisme de Michel Clouscar, dont j'ai déjà parlé dans la partie transgression. Hein. Je vous renvoie de nouveau à cette chronique sur les transgressions qui est vraiment très importante, qui va expliquer ce qu'est ce concept de néofascisme, qui, bien évidemment, va prendre une forme différente du fascisme des années 30. Il explique très bien que cette forme est effectivement très différente, et, même s'il y a bien sûr des éléments communs. Hein. Mais ce néofascisme est de nature différente, mais c'est un totalitarisme
avant tout et en premier lieu idéologique, bien sûr. Alors, un autre éclairage est donné sur ce même sujet, hein, on est dans le même sujet, par Achille Mbembe, donc dans un article de 2016, The Age of Humanism is Ending, l'âge de l'humanisme se termine. Rien que ça, hein, l'âge de l'humanisme se termine. Et donc dans cet article, bon, cet article assez court en anglais, hein, donc faudra, voilà, j'ai pas mis la référence, mais bon, je peux peut-être la montrer rapidement si j'arrive à trouver ma souris. Peut-être ici, vous verrez, voilà. Vous pouvez recopier si vous voulez ici l'URL que vous voyez en haut là. Voilà. Donc, Achille Mbembe nous explique une chose, et dans un texte assez court, hein. La question de savoir si la civilisation peut donner naissance à une forme quelconque de vie politique est le problème du XXIe siècle. C'est sa conclusion. C'est-à-dire que, est-ce que la civilisation, avec sa trajectoire actuelle, peut donner une vie politique quelconque? Est-ce que la vie politique est encore possible au XXIe siècle, dans la civilisation, dans la trajectoire de la civilisation telle qu'on est là? On est tout à fait dans ce qu'on dit, hein, on est dans les chroniques des barbaries, on n'est pas dépaysé quand on lit ça. Hein. Que dit-il d'autre dans ce texte qui est vraiment très intéressant, court, hein, il fait 4 pages à peine. Alors, il y a une position anti-humaniste croissante qui va maintenant de pair avec un mépris pour la démocratie. Il est universitaire, alors c'est un Camerounais, il est universitaire, je crois aussi, en France, mais aussi aux États-Unis. Hein, donc il a une couverture importante. Hein, il est francophone malgré tout et anglophone aussi, d'ailleurs. Alors, au Cameroun, il y a une partie francophone, anglophone, je ne sais pas de quelle partie il vient exactement, mais bon, peu importe. Donc, reprenons. Il y a une position anti-humaniste croissante qui va maintenant de pair avec un mépris pour la démocratie. Appeler cette phase de notre histoire fasciste pourrait être trompeuse, à moins que par le fascisme, nous n'entendions la normalisation d'un état de guerre sociale. En gros, c'est effectivement une définition qu'on peut donner du fascisme, c'est une guerre sociale permanente dans la société. Hein. C'est-à-dire qu'on est en permanence en état de guerre dans la société, de terreur, quelque part, dans la société. Voilà le néofascisme. Voilà une des... par un autre philosophe, par quelqu'un, un contemporain, il est tout à fait contemporain, il est tout à fait vivant, Achille Mbembe. Voilà ce qu'il observe de la société d'aujourd'hui. Et il intègre, ce qui est intéressant, c'est qu'il intègre vraiment les dernières choses, comme la barbarie par les machines, notamment. Nous allons y venir. Donc là, il parle anti-humanisme, mépris de la démocratie. Enfin, vous pouvez le constater, hein, vous suivez un petit peu les actualités, vous voyez bien que c'est vraiment ce que l'on vit. Et fascisme. Voilà les termes qu'il emploie. Poursuivons. Dans un monde construit sur l'objectification de tout le monde et de chaque chose vivante, au nom du profit, l'effacement de la politique par le capital est la menace réelle. L'objectification de tout le monde, de chaque chose vivante, on est vraiment, mais totalement là-dedans. Enfin, hein, c'est qu'on parle des lois de bioéthique et de PMA et ce genre de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, moi j'ai une position un peu iconoclaste sur le sujet, peu importe. Mais le fait est qu'on va
vers des transgressions, hein, on en revient à ça, à objectifier tout ce qui est le vivant, y compris l'être humain. On a déjà objectifié les animaux depuis longtemps, les pauvres, cette tendance s'accroît. L'effacement de la politique. Au fond, la démocratie libérale n'est pas compatible avec la logique intérieure du capitalisme financier, et je me permets de rajouter, et de ses algorithmes. Justement, il en parle par ailleurs, justement de Facebook, etc., de ces éléments. La démocratie libérale, donc la démocratie traditionnelle, je dirais, celle qui nous est issue de 1789, des Lumières, n'est pas compatible avec la logique intérieure du capitalisme financier. C'est-à-dire n'est pas compatible avec la trajectoire que suit le capitalisme d'aujourd'hui, la démocratie libérale. Dans ce nouveau paysage, la connaissance sera définie comme une connaissance du marché. Le marché lui-même sera réinventé comme le principal mécanisme de validation de la vérité. Alors ça, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible parce que moi, j'ai rencontré des gens comme ça, de jeunes personnes qui sans doute n'avaient pas conscience de l'horreur de ce qu'ils disaient, où en fait, ce qui fonctionnait sur le marché, c'était la vérité. Ce qui ne fonctionne pas sur le marché n'a aucune valeur et n'a aucun intérêt. Le seul règle, le seul lieu de validation des concepts, des choses, c'est le marché. Même si c'est n'importe quoi. Même si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans la réalité ou qui n'est pas à l'échelle, etc. Bon, on pourrait parler des éoliennes, par exemple, ou des panneaux solaires. C'est typiquement dans ce genre de choses qu'on pourrait classer ces choses-là. Mais ce qu'il faut, si c'est validé par le marché, eh bien c'est bon, c'est vrai. En informatique, on rencontre ça très très fréquemment. Et ça, pour le coup, c'est véritablement une barbarie, parce que c'est la perversion de la notion de connaissance. C'est-à-dire la connaissance n'est plus, et la science n'est plus un fondement, je dirais, extérieur qu'on essaye justement de valider de façon formelle, de façon rationnelle. Là, on sort complètement de la rationalité. On a une perversion de la notion de connaissance. Ce qui est vrai, ce qui existe, c'est ce qui existe sur le marché et qui a un marché. Le reste n'existe pas. Voilà le nouveau paysage dans lequel nous évoluons. Et ça, c'est véritablement une régression considérable, pas sur le plan politique, sur un autre plan, sur le plan scientifique, rationnel, et on pourrait sans doute l'étendre au plan culturel. Voilà voici le monde dans lequel on est, écrit donc par Achille Mbembe. En d'autres termes, donc on va essayer de creuser maintenant, si vous voulez bien, tout ce que cela veut dire, et toutes les conséquences du tableau qu'on vient de brosser. On va arriver vraiment à des choses fortes. Quand je parlais de lourd, on va y arriver. On y arrive là. En d'autres termes, après avoir fait tout ce cheminement justement sur ce qu'est la situation du libéralisme aujourd'hui, de sa situation de blocage, de sa nécessité d'avoir de nouveaux recours au fascisme et au néofascisme pour s'en sortir, et des formes que ça va prendre. En d'autres termes, après que le libéralisme libertaire, je lis ce que j'ai écrit, ait liquidé le PC, le Parti communiste, et le communisme d'une manière plus générale à l'échelle planétaire, et la morale bourgeoise traditionnelle, celle qui fait des économies, qui est productive, hein, donc avec mai 68, ça a été la première contre-révolution, je dirais, eh bien elle doit maintenant liquider, on voit bien avec tout ce qu'explique Achille Mbembe, il l'exprime de manière très synthétique, mais je pense que tout le monde peut le ressentir. Maintenant, le libéralisme libertoire doit libérer les fonds doit liquider les fondements même de son existence politique, c'est-à-dire la démocratie bourgeoise, celle qui a été mise en place par la Révolution, en France, par la Révolution de 1789. Maintenant, ça devient un obstacle à son développement. Ses propres fondements même. Ils en sont arrivés là. Puisque c'est ce que dit Achille Mbembe, hein, puisque y a-t-il une politique possible au XXIe siècle?
un genre quelconque de politique possible au XXIe siècle. Alors, un des moyens pour arriver à cet objectif, c'est justement de détruire les nations, qui sont, comme on l'a dit dans les mercredis de l'espoir, la nation, c'est le lieu premier de la démocratie. C'est la bonne échelle, c'est le bon endroit, c'est vraiment à ce niveau-là que la démocratie prend toute sa dimension, toute son ampleur, toute sa vérité, tout ce qu'elle peut exprimer en tant que telle. Il y a d'autres démocraties à d'autres niveaux, mais elle ne prend son extension véritable qu'au niveau de la nation qui regroupe tout un peuple. Donc un des moyens, ça sera de détruire les nations. C'est ce qu'ils essayent de faire déjà depuis des années, de détruire les nations, mais par plein de moyens. En Europe, nous sommes aux premières loges pour bien le savoir. Donc un des moyens, ça sera de détruire les nations. Quelques autres moyens, je ne dis pas que la liste est exhaustive, c'est de détruire donc la démocratie. Il faut déposséder le peuple de ses droits. Donc, eh bien, c'est toutes les restrictions sur les libertés que l'on nous impose jour après jour, qui viennent souvent, et ce n'est pas du tout un hasard, qui viennent souvent justement des Facebook, etc., de tout cet univers technologique qui, en fait, de plus en plus nous restreint dans nos libertés. Les radars automatiques, c'en est encore aussi une autre, par un autre biais, aussi une illustration des moyens de décrire les droits du peuple. Moins les peuples auront de droits, plus il sera facile d'imposer la démocratie, au contraire, d'imposer la volonté du capital dans cette phase complètement dégénérescente, il faut bien le dire. Et déposséder le peuple de ses droits, qu'est-ce que c'est sinon du fascisme? Mais il y a d'autres moyens. Alors, parmi ces autres moyens, donc justement, un des moyens pour détruire la démocratie, pour déposséder le peuple de ses droits, c'est d'instaurer le tirage au sort, par exemple, plutôt que le vote. Le vote, un citoyen, une voix. Chaque citoyen participe à la vie de la cité, participe à même voix au chapitre que tout autre citoyen dans la nation. C'est un principe très important, fondamental, fondateur de la démocratie. Eh bien, l'instauration du tirage au sort, et on l'a vu avec la convention sur le climat, je crois qu'ils ont mis en place, eh bien, on arrive à niveler toutes les oppositions, parce qu'ils arrivaient tous à 95% à dire tous la même chose. Il n'y avait qu'un sujet sur lequel ils n'étaient pas d'accord. C'était, heureusement, et parce qu'en plus, il y avait une opposition très importante dans la population, c'était sur les 110 km/h. Voilà à quoi ça arrive, à quoi mène cette histoire de tirage au sort. C'est une négation de la démocratie, une destruction de la démocratie qui s'intègre parfaitement dans cette dépossession et cette destruction de la démocratie. La démocratie, c'est même voix au chapitre pour tout citoyen. Chaque citoyen participe à la décision. Et rien d'autre. À la décision, je parle bien de la décision. Les regroupements de communes, c'est aussi un moyen de diminuer la démocratie. En France, il y avait 1 million de personnes, près d'1 million de personnes, qui étaient conseillers municipaux ou maires, parce qu'on a beaucoup de communes, et donc qui participaient à la vie citoyenne. Par ces regroupements de communes, eh bien, on réduit en fait le nombre de citoyens qui participent à la vie sociale de la société. Et on crée des plus grosses entités qui sont plus faciles à contrôler, plus faciles à manipuler, puisqu'il n'y a plus qu'un maire à manipuler à un endroit où avant il y en avait 10. Vous voyez, et beaucoup moins d'élus, évidemment, beaucoup moins de citoyens dans la vie collective. Voilà encore un autre moyen de détruire la démocratie. Par grignotage. L'autre, c'est le dénigrement des élus. Et là, j'invite notamment les Gilets jaunes à bien réfléchir, et les gens qui sont dans cette mouvance, à faire très attention à cela. Par cela, et je pense qu'ils ne le font pas dans cet esprit-là, mais il faut vraiment faire très attention à ça. Dénigrer les élus, c'est nous dénigrer nous-mêmes. Les journalistes le font sans cesse, surtout les députés, d'ailleurs, puisque c'est là, c'est le lieu de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'endroit le plus important dans notre démocratie.
sont ces gens-là qui sont sans cesse dénigrés. Bon, on voit toutes les moqueries, les rabaissements qu'on peut faire sur les députés très régulièrement, et le dénigrement des élus. Attention, moi je vous appelle vraiment à ne pas participer à ça. Quoi que vous pensiez des élus, qu'ils soient corrompus, etc. Il ne faut pas dénigrer nos élus. Parce que on fait le jeu. Alors, je veux dire qu'il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas qu'ils soient contrôlés, il faut se mettre dans une démarche positive de solution. Mais simplement le dénigrement pour le dénigrement, vous amenez de l'eau au moulin de nos ennemis. Parce que leur but, c'est justement de détruire la démocratie. Voilà. Je vous demande vraiment à réfléchir à ça. Et puis il y a aussi, alors quelque chose qui est absolument hallucinant, c'est la promotion des comportements illégaux. Enfin, vous voyez bien, si vous regardez des journaux télévisés, les gens qui accueillent des clandestins, ben, ils sont mis comme si c'était des gens très très bien. Mais ils enfreignent la loi, c'est-à-dire ils enfreignent la loi de la République, la loi qui a été votée par nos élus, justement, et qui représente le bien commun. Quand on arrive à ça, enfin, on voit bien dans le confinement, c'est-à-dire que la loi, elle s'applique pour les citoyens honnêtes. Combien de gens ont pris des amendes dans le Covid-19 parce qu'ils étaient à la campagne ou n'importe quoi, ou sur une plage, ils se prenaient des amendes de 135 €, et ceux qui ne respectaient pas la loi et qui avaient des gros regroupements dans des banlieues ou ailleurs, et qui ouvertement ne respectaient pas la loi, eux, on les laissait faire. Voire pour la manifestation Traoré, je crois. Ils ont fait une manifestation, je crois, qui était même interdite, et ils l'ont tenue en plein confinement. Et on a promu ça dans les médias. Promotion des comportements illégaux. C'est très grave en démocratie. Ça, c'est vraiment une très grosse destruction de la démocratie. Pire encore, c'est les lynchages médiatiques. Les lynchages médiatiques, bah, prenons par exemple, alors c'est quelqu'un qui est peut-être mis en examen ou qui est accusé de quelque chose par quelqu'un, mais tant qu'il n'y a pas de jugement, la personne, il y a une présomption d'innocence. C'est un principe fort et très important de la justice. Sinon, n'importe qui, ça s'appelle la délation, il suffit de dénoncer son voisin, et du coup, bah, on le voue aux hégémonies, il est lynché médiatiquement, détruit médiatiquement. Il y a des manifestations publiques, et j'appelle aussi les gens, puis je pense qu'ils sont manipulés, plein de gens sont manipulés, ils ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un tribunal, c'est même pas un tribunal justement, c'est juste on parle de populisme, mais ça, c'en est vraiment du populisme, puisque c'est une voix d'une foule qui ne représente rien, qui ne représente qu'elle-même, hors de la justice, qui juge, condamne, sans aucune voie de défense, ni aucun procès, ni aucune instruction, va condamner et détruire des vies, détruire des gens, simplement sur des on-dit, parce que les médias ont mis des choses en avant et des choses comme ça. C'est très très grave. Ça, voilà, des destructions de la démocratie. Voilà la situation actuelle. Donc voilà les moyens. Ça, c'est les moyens qu'on constate déjà aujourd'hui. Quelles sont les formes que ça peut prendre à l'avenir? Je vous ai rappelé qu'il fallait détruire les nations. Eh bien moi je pense, ce fascisme, parce que tous ces comportements qu'on vient de dire avant, c'est vraiment des comportements fascistes. Vraiment, quand on parle de populisme tout à l'heure, c'était vraiment... Moi je pense qu'il y a une des possibilités pour sortir de cette situation de blocage, c'est justement pour détruire les nations, voyant qu'ils n'y arrivent pas par des moyens politiques, je dirais traditionnels, c'est qu'ils fassent des guerres en Europe, comme ils l'ont un peu fait en Yougoslavie. Si on prend un peu de recul, on va s'apercevoir que, ou à l'approche de la Russie, bon, là, il tombe un peu sur un os, c'est de faire des guerres en Europe pour unifier et abattre les nations. Un peu comme ça que s'est construit la France, soyons honnêtes, ça fait partie de la réalité de la nation française. Ça s'est aussi construit par des guerres. Eh bien, pour faire leur Europe, ce qui était l'objectif d'Hitler, d'ailleurs, sous gouvernance de l'Allemagne, de dominer toute l'Europe et d'unifier l'Europe derrière l'Allemagne. Eh bien, moi je dis qu'ils sont
capables, ils l'ont fait dans le passé. Déclencher des guerres mondiales, ils l'ont fait dans le passé. Déclencher des guerres, ils l'ont fait dans le passé. Quand ils sont dans une situation de blocage, ainsi, et qu'ils prennent une voie ouvertement fasciste, néo-fasciste, hein, qui n'est pas le même que le fascisme des années 30, ils sont tout à fait en mesure de faire des guerres en Europe. Ce n'est pas du tout déconnant. Si un pays comme la France qui refuse de se soumettre finalement, hein, il y a déjà l'Italie hein, qui a eu avec le mouvement 5 étoiles et Salvini qui est sorti du gouvernement, mais bon, voilà. S'ils voient que par des moyens traditionnels, ils n'y arrivent pas, compte tenu de la situation de blocage, hein, c'est pour ça, ils sont dans une situation de blocage absolu. Hein. Ils sont dos au mur. Dos au mur, ils peuvent choisir cette option-là, croyez-moi. Il y aura d'autres formes également, hein, sans aller autre que celle-ci, mais ça peut être un moyen d'ailleurs aussi. Hein. C'est l'entravement, l'interdiction des partis politiques et des syndicats de salariés. Ça, ils sont tout à fait en mesure de faire ce genre de choses. De restreindre les libertés publiques et les libertés collectives. Oui, oui, je dis bien interdiction, entravement, interdiction des partis politiques et des syndicats de salariés. Vous savez, j'assiste à un certain nombre de choses, je vois les réactions de certaines personnes. Il y a des gens, aujourd'hui, qui sont pour ça. Croyez-moi, il y en a. C'est pas du tout ésotérique. Pour cela, ils ont des appuis, ou ils instrumentalisent, ou les deux, hein, des mouvements, alors ce que j'appelle d'extrême centre, ou d'extrême gauche. L'extrême gauche, comme en 68, hein, c'est comme ça qu'ils ont réussi, par cette première vague, je dirais, de néofascisme, à détruire la résistance et une grande partie de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, le Parti communiste, et de l'autre côté, à droite, donc ça c'était pour la partie gauche, et à droite ils ont aussi cassé, je dirais, la société, la morale bourgeoise traditionnelle qui reposait sur l'économie et des choses comme ça. Hein. Les économies au sens son bas de laine. Hein. Donc ça, ils vont continuer de s'appuyer là-dessus, mais je vais donner un exemple, hein, pour ne pas dire que c'est ésotérique. Prenons les Black Blocs, par exemple, qui ont bien participé, justement, à ce que, et qui continuent de participer à ce que les Gilets jaunes soient décrédibilisés. Au fond, ces gens-là, ils font le jeu du système. Ils sont intégrés au système. Et on s'aperçoit bien qu'il y a une collusion, puisque les idéologies s'entremêlent les unes les autres et s'alimentent les unes les autres. On est dans un courant mondialiste dans les deux cas. Or que, normalement, à la gauche, on n'est pas dans le mondialisme, on est dans l'internationalisme. Je rappelle que la chanson des communistes, c'est pas la mondialisation, ça s'appelle l'international. Mais il y a aussi un autre mouvement qui est un appui important et qui est instrumentalisé en partie, ce sont ce que j'appelle les mouvements d'extrême centre. Il y en a deux catégories que j'identifie. Ce sont les écologistes, purement écologistes, hein, donc qui eux en fait sont des succursales du néolibéralisme, des pointes avancées. Donc on le voit bien avec justement en créant des marchés factices comme les éoliennes, etc. Mais aussi ce que j'appelle les démocratistes, c'est-à-dire tout un mouvement, tout un courant, je discute avec un certain nombre d'entre eux, qui vont se reconnaître, hein, s'ils voient cette émission, ils vont se reconnaître, croyez-moi, dans l'interdiction des partis politiques et des syndicats et leur haine de ces mouvements collectifs. Je parle bien de haine. Croyez-moi, ils sont extrêmes, extrême centre, des démocratistes qui vont dire on veut mettre en place la démocratie, une nouvelle démocratie, une vraie démocratie, etc. Alors, moi je suis pour mettre en place une vraie démocratie, je ne suis pas contre, mais je dirais, j'appelle ça la 6ème République, et la 6ème République s'inscrit dans un prolongement et dans un certain réalisme sans vouloir tout casser, tout réinventer. Là on est dans du démocratisme, justement le tirage au sort joue un rôle très important, tiens, comme par hasard. Les véritables néofascistes, ce sont eux.
Ce sont eux la pointe avancée. Vous avez des écologistes, par exemple, extrémistes, qui font des actions extrêmes, des actions violentes extrêmes, qui empêchent les gens de s'exprimer. Enfin, il y avait par exemple Finkielkraut qui avait essayé d'aller, je ne sais plus à quel endroit il y a quelques temps, ou même ça est arrivé 2 fois, même, je crois, et qui a été viré. C'est-à-dire, pourquoi, de quel droit est-ce qu'on vire des gens? Manu militari. Pourquoi? Si c'est pas un comportement fasciste, ça c'est quoi? Taper sur des gens, les battre. Ça c'est du fascisme, c'est du néofascisme, parce que c'est pas les mêmes que ceux d'avant. Là on voit en fait, le capitalisme s'est appuyé sur le capitalisme, c'est ce que je disais, hein. En fait, ils se sont appuyés sur l'extrême droite, sur les extrêmes dans les années 30, mais là ils s'appuient sur d'autres extrêmes, à l'autre extrémité, aux autres positions du spectre politique. Mais ça reste du fascisme, ça reste les mêmes méthodes, la violence, l'intimidation, l'interdiction de parler, l'interdiction de s'exprimer. Ce sont eux, les nouveaux fascistes. Les néofascistes, ce sont eux. Et il faut les traiter comme tels. Alors, il faut faire une distinction, justement, si ce sont des gens conscients ou si ce sont des gens de bonne foi qui se trouvent instrumentalisés. Hein, on ne va pas tout mettre les gens, mais c'est la pointe avancée du néolibéralisme. C'est assez évident pour les écologistes, je dirais. Eh bien, je donne des exemples aussi pour les mouvements d'extrême gauche. Ça ne veut pas dire que tous les gens à l'extrême gauche sont comme ça, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire non plus, hein. Prenons bien le distinguo. Il y a une collusion, une pointe avancée néofasciste dans cette extrême centre et cette extrême gauche qui jouait le rôle de l'extrême droite avant. On voit bien même que l'extrême droite aujourd'hui c'est plutôt dans un camp nationaliste qui s'oppose plutôt à ça en l'occurrence. De toute façon, l'extrême droite maintenant, moi je ne classe pas Marine Le Pen dans l'extrême droite. Son père, oui, mais elle, non. Et puis l'extrême droite n'a pas ces méthodes-là. Les SS, croyez-moi, ils n'avaient pas les méthodes du Rassemblement national. Hein, on était loin. Les méthodes que l'on retrouve, ce sont les mêmes que l'on retrouve aujourd'hui dans l'embrigadement, avec un uniforme, etc. C'est un peu similaire. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Quand je disais qu'il y avait un peu de lourd, voilà, c'est ça ce dont je voulais parler. On y reviendra, je pense qu'on n'a pas fini de parler de ça. Si Dieu me prête vie, comme dirait l'autre, même si je ne suis pas trop croyant, pas du tout. Alors, je vais juste revenir sur un élément dont j'ai parlé la semaine dernière, nos cathédrales brûlent, donc la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, donc le 18 juillet 2020. Donc comme je le disais la semaine dernière, en fait, ça y est, c'est confirmé. C'est bien un incendie criminel, malgré toutes les arguties et toutes les ronds de jambes et toutes les dénégations qui ne sont pas innocentes, forcément. 3 départs de feu. Comment voulez-vous que ça ne soit pas criminel? C'est nier l'évidence. Donc c'est un incendie criminel, donc c'est une barbarie confirmée. Hein, puis je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière pour expliquer en quoi, je pense que c'est vraiment intéressant de voir en quoi détruire le passé, c'est vraiment une barbarie très importante, fondamentale, pour détruire un peuple. On en revient à ça, hein, toujours. C'est un migrant en situation irrégulière qui a commis cet attentat, on peut appeler ça comme ça, cet incendie. Voilà où mène le non-respect des lois. Puisqu'il y avait des gens qui devaient savoir qu'il était en situation irrégulière, que c'était un clandestin. Voilà où mène le non-respect des lois. Voilà où mènent les bons sentiments. Cette personne, elle aurait été ramenée chez elle dans le Rwanda, il ne serait pas mort, c'est pas la fin du monde, il retournerait juste dans le pays où il est né. Bon, c'est pas... Hein, il n'est pas question de le tuer, de le torturer ou je ne sais quoi. Les bons sentiments, le non-respect des lois, voilà à quoi ça mène. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on a détruit du passé, on a détruit des œuvres irremplaçables, on a détruit, ça va être les gens, vous et moi, qui allons payer pour la restauration de cet édifice. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler, qui vont se crever pour réparer quelque chose de quelqu'un qui aurait pu être renvoyé tranquillement dans son pays en temps
et en heures. Voilà la situation, voilà où mène le non-respect des lois, voilà où mènent les bons sentiments. Les gens qui ont des bons sentiments, il ferait bien de poser un petit peu les pieds sur terre et d'arrêter de détruire le monde et de taper dans nos poches et dans nos âmes. Il faut arrêter. Voilà. Je terminerai par un hommage à des victimes des barbaries. Bon là, c'est pas individualisé aujourd'hui, mais il y en a, quelque part, il y en a tellement que c'est assez dramatique, puisque il y a une recrudescence. Peut-être je ferai je consacrerai un thème plus long dans une prochaine chronique des barbaries, aux nombreuses victimes d'attaques au couteau et à la machette en France actuellement. Des attaques pour tuer, puisqu'on attaque à la gorge, on veut égorger. Notamment à Bordeaux, où il y a eu, je ne sais plus, enfin, j'ai pas voulu mettre le nombre, tellement il me semblait important, et tellement je me dis, mais même moi je n'arrivais pas à y croire, si vous voulez. Donc j'ai pas mis le nombre, mais vous vérifierez, vous regarderez par vous-même. Voilà la situation à laquelle on est aujourd'hui en France. Tuer à l'arme blanche, vous voyez, j'ai mis cette photo sciemment pour bien montrer que c'est salissant. C'était vraiment quelque chose, c'est vraiment un acte barbare en soi. C'est pas n'importe quel geste de tuer à l'arme blanche. C'est salissant. Vous voyez, enfin, salissant, le mot est même pas assez fort. Hommage à ces victimes. Moins dramatique, quoique. Ce sont des étudiantes, donc victimes de harcèlement de rue et d'agression à Strasbourg. Donc je vous invite à consulter l'article du 29 juillet 2020, donc publié à 18h44, donc sur le site actu.fr, donc la rubrique Actu Strasbourg, et également donc une page Facebook, ou un groupe plutôt, créé justement les violences de rue à Strasbourg, qui illustre ces harcèlements et ces violences de rue dans la rue, justement, hein, auprès de jeunes femmes, d'étudiantes. Courage, mesdames et mesdemoiselles. Voilà, nous arrivons au terme de cette chronique, un peu chargée, un peu assez lourde, mais je pense assez importante dans ce qu'elle révèle et dans la trajectoire qu'il va falloir suivre dans les mois à venir et ce qui nous attend. Mercredi prochain, donc mercredi de l'espoir, consacré certainement à la nécessité d'une nouvelle spiritualité, parce que comme nous sommes dans une situation de barbarie ô combien préoccupante, la seule façon d'en sortir, c'est vraiment de donner un espoir, de donner une nouvelle perspective, d'avoir un rebond civilisationnel. C'est vraiment important. Ça ne sera pas par de simples moyens politiques que l'on pourra sortir d'une situation actuelle. Il faut vraiment faire une proposition à la hauteur, une proposition ambitieuse. Donc là, c'est le volet spiritualité. Bon, vous verrez, c'est de la nécessité, hein, c'est des grandes lignes. Ce sera pas, on n'est pas du tout dans l'achevé. Tout ça, comme je dis, hein, il faut passer à l'initiative, inscrire sur un P6R. Vous voyez la situation dans laquelle on se dirige. Il faut vraiment participer. Moi, j'ai besoin de gens, justement, pour travailler sur ces sujets. Je ne connais pas, je vais essayer de dégrossir les choses et de donner un certain nombre d'éléments. Mais je ne pourrai pas tout mener tout seul. On ne sortira pas de la barbarie à quelques-uns. C'est vraiment la mobilisation de tout notre peuple et au-delà. Et donc, d'où la nécessité de cette aspiration, de cette ambition, de viser la Lune, hein, pour le coup, pour peut-être atteindre que l'orbite terrestre, mais au moins on sera sorti de cette spirale horrible dans laquelle nous sommes engagés. Il faut se dépêcher, il est encore temps. Plus tôt vous vous engagerez, plus ça sera facile, et je pense que ça sera, même d'ores et déjà, ce ne sera pas facile, mais plus ça sera possible aussi de sortir de ces barbaries.
Merci à vous, bonne soirée, bon week-end, à mercredi et à la semaine prochaine. Au revoir.